Paul. Je m'appelle Paul Gogo. 5e épisode. Quelques jours plus tard, il y a eu donc la prise de l'aéroport de Donetsk. Donc le temps de me lever à 10h et tout. Et donc j'ai eu l'idée un peu stupide avec du recul de vouloir me rendre sur place. Une grand-mère qui était sur un trottoir s'est pris une balle en pleine tête. J'étais vraiment pâle en fait. Avec les immeubles, les échos, on avait l'impression que les balles venaient de tous les côtés. Et du coup, je me suis retrouvé sous les bombes et dans une situation très difficile à essayer de survivre à une rupture amoureuse sous les bombes en fait. 3, 2, 1. Donc après cette séparation difficile, tu rentres à Donetsk ? Oui, en fait je suis retourné avec Olia, ma pote Olia, dans cette auberge de jeunesse. Elle m'a présenté à une journaliste russe avec qui elle avait travaillé. Et on a rencontré un journaliste américain aussi qui était ici dans l'auberge de jeunesse. Et tous les 4, on s'est dit, on n'a qu'à louer un appartement, on va rester là 2-3 mois. Et donc voilà. Donc on était l'avant-dernier étage ou dernier étage, je sais plus, d'un immeuble. Enfin, on avait une vue du coup sur les terrils et tout le reste de Donetsk. Et ça avait un côté un peu romantique parce que derrière, je me disais, derrière cette colline, il y a la ligne de front, il y a des villages qui se prennent des bombes sur la gueule en permanence toutes les nuits en fait. Je savais où était l'aéroport par rapport à ma chambre, je voyais où était la ligne de front. Et ça rendait le truc vraiment super étrange parce que je me situais par rapport aux tirs d'artillerie en fait. Et à cette période-là, il y avait beaucoup de tirs d'artillerie. Le mois de novembre 2014 a été très dur à vivre parce que c'était un tir toutes les 20 secondes en fait. On avait vraiment l'impression en fait que les bombes volaient au-dessus de l'appartement et je pense que des fois c'était un peu le cas. On entendait le truc passer au-dessus de nous et quelques secondes plus tard, on entendait une autre explosion de l'autre côté de la colline en fait. J'étais dans ma chambre, on avait un appartement, on pouvait pas avoir plus soviète quoi, avec les vitres pétées, donc on a eu froid tout l'hiver en plus. Il y avait de la moquette sur les murs, comme ça se fait souvent là-bas. J'ai trouvé des objets dans l'appartement que j'avais jamais vu avant, des trucs vraiment soviètes. Il y avait une vieille radio marron, le couvercle était en bois. Et c'est pareil, j'ai jamais vu ça. Il y avait un frigo d'une marque soviétique dont j'ai oublié le nom. Mais c'était un musée de l'URSS en fait, cet appartement. Et vu que les vitres étaient pétées à chaque explosion, les vitres vibraient en fait. Et dès que j'entendais une explosion partir, je me disais voilà, peut-être que dans 2-3 secondes, cette bombe-là va atterrir dans notre cuisine ou dans l'appart. Et donc j'ai vécu mes premiers moments d'une façon assez... c'était très difficile à vivre parce qu'à chaque explosion, je sursautais et je me disais la prochaine, elle nous tombe dessus. Je me suis mis à dormir, à passer la nuit dans la même chambre que la journaliste russe. C'est-à-dire que la journaliste russe travaillait pour un site d'actualité pendant la nuit. Donc moi, je dormais dans le lit et elle était au bureau à côté de moi. Et elle en avait strictement rien à faire des bombes. Donc elle sursautait pas, elle en avait rien à faire du tout. Et je me rappelle que le premier soir, en fait, j'ai eu du coup vachement de mal à m'endormir. J'ai commencé à m'endormir et en fait il y avait des tirs d'artillerie, il y avait un couvre-feu donc il n'y avait personne dans les rues et des fois les tanks ou les canons étaient déplacés dans le centre de Donetsk et donc on entendait des tirs, je sais pas 5 minutes après le tir était beaucoup plus près parce qu'en fait ils avaient déplacé le canon dans l'avenue et ils tiraient plus du même endroit et du coup j'ai souvenir que on avait dû avoir 2 ou 3 heures d'explosion qui était le même son à chaque fois en fait. Et je commençais à m'endormir. J'étais vraiment entre ces deux moments où je dormais pas. Et là, ils ont dû déplacer le canon et il y a eu une explosion, mais j'avais l'impression qu'ils étaient au pied de l'immeuble, en fait, les mecs. Et là, j'ai sauté du lit, mais je crois que j'ai dû toucher le plafond quasiment. La Russe s'est foutue de ma gueule. Sauf que j'étais pâle et je tremblais. J'étais vraiment en panique, en fait. Là, je voulais juste disparaître de Donetsk. Elle m'a donné des médocs qui m'ont rien fait. Et j'ai été en panique pendant un moment. Et puis en fait, j'ai fini par m'endormir parce qu'à un moment j'étais crevé quand même. Mais du coup, on a appris à vivre avec. Et puis quand vraiment ça allait pas, on se vidait une bouteille de vodka et on trouvait le moyen de s'amuser un peu sous les bombes. J'ai passé une semaine avec un copain où
ça bombardait tellement qu'on s'est dit on sort pas de l'immeuble de la semaine. Je me rappelle qu'il avait même peur d'aller faire les courses et j'étais allé acheter des patates parce qu'il voulait pas sortir. Et on s'était regardé tous les Scary Movie pendant une semaine en fait, en essayant de mettre le son le plus fort possible pour pas entendre ce qui se passait dehors, mais en fait les tirs étaient toujours plus forts que nos ordis. Et donc le mois de novembre a été super bizarre. Là c'était de la vraie guerre. On allait à la morgue, on voyait des morts, on allait sur les lieux après des explosions, rencontrer les gens réfugiés dans les caves. Enfin, là, ça a été vraiment un vrai travail en zone de guerre, en fait. C'est une époque, j'ai passé des nuits, mais des choses que j'arriverais jamais à décrire. Même là, en fait, je pense que ce serait pas évident à raconter. Mais des nuits où je me mettais à la fenêtre, je me rappelle, j'ouvrais une petite fenêtre et je mettais ma tête à travers la fenêtre pendant la nuit. Et vu que c'était couvre-feu, il y avait personne dans les rues. Et on entendait juste des fois, alors l'immeuble se mettait à trembler des fois quand il y avait des convois de tanks qui passaient. Et sinon, c'était que des chiens qui aboyaient. On entendait des chiens aboyer dans les campagnes de Donetsk, jusqu'au front, en fait, des kilomètres. Et régulièrement, du coup, je sais pas, tous les 20, 30 secondes ou des fois toutes les minutes, il y avait une bombe qui passait, qui partait. Et donc, c'était une ambiance tellement surréaliste de voir une ville. C'est quand même une ville énorme, hein, Donetsk. C'était quand même 1 million d'habitants et 2 millions Donetsk et la banlieue, quand même. Donc, c'est quand même gigantesque. Et donc c'est une ville d'1 million d'habitants, vidée de ses habitants. Enfin en fait on avait les ciels étoilés, il n'y avait aucun bruit et juste des bombes qui traversaient le truc. En fait je me dis que t'es un héros romantique. Mais non mais ça c'est un problème gigantesque dans ma vie, c'est que tout le monde, mes meilleurs potes sont choqués de voir à quel point je peux être romantique. Et j'ai l'impression, en fait, je tombe de haut là-dessus aussi, j'ai l'impression que plus personne n'est romantique. Et donc j'ai juste l'impression d'être le mec en retard de je sais pas combien d'années en fait. De siècles. De siècles en fait, peut-être, ouais. Et donc c'est très compliqué. Je vois un mec qui se retrouve sous les bombes dans un vieil appartement soviétique dans le Donbass. Et le truc c'est que je suis comme ça, tout le temps quoi. Et que ce soit avec les filles ou dans une guerre quoi, moi j'avais en permanence, j'arrivais sur les checkpoints, je voyais en noir et blanc quoi, tu vois, j'avais des yeux en noir et blanc quasiment quoi quand je débarquais là-dessus. Et j'avais l'impression d'être dans un vieux film soviétique ou je sais pas, un vieux film de guerre quoi à chaque fois. Et j'ai toujours tendance à... je vois tout avec un œil romantique. Et ça fait mal en fait. Prochainement. J'ai dû prendre une photo dans la direction d'un mec. Il est venu vers nous, il a sorti son flingue et les mecs étaient très agressifs, ils nous ont poussés tous les trois dans la voiture quoi. Ils sont en train de nous enlever en fait quoi. Alors, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait en fait. Je m'appelle Paul Gogo, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup de cernes, je dors très mal la nuit. À suivre.